Voilà, là je viens d'arriver au château de Bizy pour essayer d'avoir et d'interroger Ségolène Royal qui vient dédicacer son livre. Là, après il y a la conférence, elle va faire une conférence que je vais filmer, je vais essayer de la filmer et je vais essayer de l'interroger sur 2027 et la politique, etc. Donc là, regardez, hop. Beaucoup. Merci Jean-Paul de votre accueil. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui devant vous au Salon du Livre. Et je pense que la chose la plus simple, c'est que je vous lise le prologue de ce livre. Parce que comme ça, vous comprendrez le pourquoi du comment. Et puis peut-être que vous partagerez un certain nombre de ressentis, sentiments que j'ai pu avoir, qui m'ont donné l'idée d'écrire ce livre, qui commence par le récit de mes visites à ma maman qui est en EHPAD. Et c'est pour ça que quand elle est décédée juste avant le confinement, et c'est pour ça que quand le confinement est arrivé, avec ces décisions aussi féroces, finalement aussi inhumaines, je me suis dit, mais au bout de 30 ans de vie politique, comment est-ce que la politique est devenue aussi cruelle, quoi, aussi féroce, sans tenir compte même de l'intelligence de citoyens qui auraient pu aménager un certain nombre de choses. Je vois qu'en cachette, par exemple, on organisait des visites de famille, ne serait-ce que dans les jardins des EHPAD, par exemple, et que tout était interdit et que, au fond, on a eu la gouvernance par la peur. Et d'une certaine façon aussi, il y a une succession de gouvernance par la peur, et pour réduire finalement nos libertés, nos capacités de résistance, et parfois même nos capacités de penser. Et parfois même nos solidarités. Quand on a peur, on se replie sur soi, on se dit, oui, il va nous arriver quelque chose de terrible, et avec cette prévision du pire, même les menaces de courant, vous vous souvenez, on se dit, oui, s'il doit y avoir des menaces de courant, replions-nous sur nous. Et à ce moment-là, ça casse aussi les solidarités de proximité, parce qu'on dit, au moins se débrouiller pour nous, et puis on va plus s'occuper du voisin, en gros. Donc, je décortique à partir de l'expérience politique qui est la mienne, et qui est pu observer les processus de décision politique, comment il ne faut pas accepter d'être gouverné par la peur, comment il faut exiger de comprendre les décisions qui sont prises en notre nom, et comment il faut être toujours convaincu qu'il y a toujours une alternative. Vous voyez, quand on nous dit « il n'y a pas de solution, c'est comme ça », c'est pas vrai, il y a toujours une alternative. C'est en tout cas toujours ce que j'ai pu constater. Il y a toujours une autre façon de faire dès lors qu'une décision politique n'atteint pas son objectif ou qu'elle a des effets pervers qui n'avaient pas forcément été vus au départ. Donc vous voyez, c'est une philosophie de l'exercice du pouvoir pour que les citoyens aient des clés aussi d'interprétation de ce qui nous arrive. Et puis que ceux qui dirigent ou qui ont une parcelle de pouvoir puissent aussi réfléchir un peu aux raisons et aux façons de faire, et notamment en remettant de l'humain au cœur des décisions. Ce prologue s'appelle « L'effondrement des tendresses ». « Tu les as prévenus que tu venais ?» me dit-elle d'un air malicieux. « Oui, pourquoi ?» Ma mère se mit à rire et c'était joyeux. « Ah, je comprends, on m'a nettoyé de fond en comble. » Et jusqu'entre les doigts de pied. Un fou rire, un de ces instants suspendus de la vie dans cette EHPAD où au fur et à mesure de mes visites, je la voyais décliner, en gardant malgré tout son regard piquant sur la vie, ainsi que sa volonté farouche de continuer à observer et même à apprendre. Mais sa passion, la lecture, n'était plus possible parce qu'elle n'y voyait plus. Cet accompagnement de vie, je n'ai pas envie de dire de fin de vie, même si elle a fini par s'éteindre, fut pour moi une tristesse, une angoisse, puis une douceur. Mes grands-parents s'étaient éteints chez eux à un âge moins avancé et je n'avais pas été confrontée au grand âge, ce moment où l'on devient fragile comme du cristal.
Ma mère, très diminuée, s'extasiait pourtant encore de tout. C'est formidable le téléphone. Il n'y a pas de fil et on s'entend. Tu crois que les mouches et les abeilles se parlent comme ça? Elles se frottent les pattes, elles se parlent, disait-elle. On ne s'ennuie jamais quand on regarde la nature. Ma mère a toujours vécu de façon poétique. Elle a surmonté les peines et les contrariétés. Elle nous a appris à faire de même. En nous transmettant, avant même que nous ne sachions lire, le nom des herbes et des fleurs sauvages. Pas des discours, oh non, juste par l'exemple et par le partage des beautés de la nature, que ce soit le spectacle du ciel ou l'infiniment petit d'un champignon rosé dans les prés au lever du jour, d'un lotier corniculé, des fruits du cynorrhodon pleins de vitamines et mangés à même le buisson, ou encore d'un panier de pissenlit que l'on allait cueillir avec un opinel, mais aussi la magie d'une soupe d'ortie ou d'un lait de poule, ce mélange de lait chaud, de jaune d'œuf frais et de miel pour tenir la journée d'école. Alors, j'avais appris en lisant de nombreux travaux de recherche pour comprendre cette période de grand âge que je découvrais, que c'était le moment de se parler le plus possible. De dire à ceux qui vont bientôt quitter ce monde des mots doux que l'on n'a pas su se dire, car cette habitude ne s'est pas forcément transmise de génération en génération. Sans doute à cause d'une sorte d'austérité affective qui allait de pair avec un rigorisme éducatif. Cette pudeur qui protège l'amour sans l'enfermer. Alors je lui glissai dans l'oreille en caressant ses mains « Je t'aime, maman », mot que je n'avais jamais prononcé et que je n'avais jamais entendu d'elle. Comme si cela allait de soi. Mais je peux vous dire, c'est tellement mieux de parler et de se le dire depuis tout petit. En écrivant cela, les mots d'Aragon me reviennent à l'esprit. Tu avais beau faire et beau dire, voici venus les jours sans nous. Je demeure sur tes genoux, comme un bouquet qui se dénoue. Alors, peu de temps après que ma mère s'en fut allée, est arrivée la chape de plomb du terrible confinement. Et j'ai alors ressenti viscéralement la douleur des familles privées de leur visite, la souffrance affolée des anciens brutalement coupés de leurs enfants et qui sont morts dans la peur et l'effroyable solitude, livrés à la maltraitance en raison de la pénurie de personnel, mais aussi de la voracité commerciale de certains établissements. Et je me suis demandé, avec effarement, comment la politique en était arrivée là, à cette inhumaine décision d'interdire les visites dans les résidences des personnes dépendantes, même en extérieur devant leurs fenêtres. Pas même le droit de chanter ou de faire de la musique devant les fenêtres, à l'extérieur. Cette détresse immense de tous ceux qui sont morts dans la solitude et celle des familles qui n'ont pas pu accompagner leurs parents et grands-parents dans cette épreuve, qui n'ont même pas pu aller aux enterrements. Une torture que les enfants et les petits-enfants porteront toute leur vie comme une blessure, n'ayant pas su faire le deuil de ces déchirantes séparations. Même masqués, alors que les transports en commun, métro, bus, train fonctionnaient. Les larmes me sont souvent venues en écoutant des récits d'adultes s'effondrant de devoir faire demi-tour sur la route d'une visite en hôpital, sous l'injonction policière. Circuler, ce n'est pas un commerce essentiel. D'un mari très âgé venu parler, chanter sur les fenêtres de sa femme, cloîtrée en EHPAD et sommé de dégager de là. Au cas où, vu à la télé, cela donnerait des idées aux autres. Une manifestation du grand H sous les fenêtres des EHPAD, vous n'y pensez pas. Quel désordre intolérable. Alors je me suis dit, mais pourquoi tant de cruauté? Et je ne suis pas la seule, j'en suis certaine, à m'être demandé, mais comment est-ce qu'un appareil de décision peut-il s'être endurci au point que, en son sein, personne n'ose mener l'idée de rétablir un minimum de permission protégeant la dimension humaine de nos vies? Pas même un mot de condoléance, vous vous souvenez lors de ces points journaliers, de cette épouvantable comptabilité des morts et des cas positifs dont on nous accablait tous les matins, comme s'il fallait nous faire taire et obéir.
Alors voilà, ce livre prend sa source dans l'effondrement de cette tendresse pendant le confinement, et à l'autre extrémité de la pyramide des âges, aussi les jeunes et les enfants privés d'école, vous savez, enfermés dans des ronds, tracés à la craie au milieu de la cour d'école. Et les jeunes isolés, notamment les étudiants isolés, dont beaucoup d'ailleurs sont aujourd'hui en dehors de toute statistique, beaucoup en grande souffrance aussi psychologique. Ces interdictions absurdes aussi des espaces verts et des plages, alors que la contamination se fait en proximité, et qu'au contraire, au grand air, on avait moins de risques d'être contaminé. Et cet effondrement des tendresses, j'en fais le constat, était d'autant plus violent qu'il s'inscrit dans une lignée de plusieurs années de chocs sociaux. C'est-à-dire qu'il en est à la fois la continuité et l'aggravation. Et ça m'a fait penser à cette belle phrase de Pablo Neruda: « Si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour, nous pouvions apaiser la haine du monde. » Et puis, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, ce livre s'inscrit aussi dans la continuité de ce que disait Stéphane Hessel. Vous vous souvenez, Indignez-vous, ce livre qui a fait le tour du monde. Et Stéphane Hessel, je l'ai rencontré en 2009, et il avait dit ceci, ça m'avait beaucoup touché d'ailleurs, il m'avait dit ceci: il faut revenir à ce que Ségolène nous propose. J'ai pris en note parce qu'il y a la vidéo aussi sur le site de Désir d'avenir. La vérité et la réconciliation. C'est là que nous allons trouver des ressources extraordinaires dans des jeunesses qui ont devant elles la possibilité de construire un monde digne des grands exemples qui, mis ensemble, constituent une vision, un monde beau et poétique. Alors oui, ce livre est aussi une promesse affectueuse que j'honore à son égard, et je m'inscris humblement dans sa continuité, comme un flambeau que je me devais un jour ou l'autre de rallumer, comme il m'avait si gentiment incité. Alors il disait ceci, il disait: s'indigner, indignez-vous, c'est résister. Et résister, disait-il, c'est surmonter le pire des dangers. C'est quoi le pire des dangers au sein d'une société? C'est l'indifférence et le découragement, disait-il. Et c'est tellement plus vrai aujourd'hui. Vous voyez, par quoi on est menacé? Par l'indifférence et par le découragement, parce qu'il y a tellement de chocs, il y a tellement de problèmes entre le Covid, l'inflation, la guerre, maintenant la réforme des retraites, le démantèlement de l'hôpital, l'effondrement de l'école, aussi des pénuries de trains, me disiez-vous là pendant ma dédicace. Des pénuries de trains en France aujourd'hui pour le pont de l'Ascension. Quand ils arrivent à Paris, des pénuries de métro. Donc on se dit, mais où va s'arrêter ce déclin de ce que nos prédécesseurs ont construit depuis la fin de la guerre et depuis la libération, dont faisait partie Stéphane Hessel, parce qu'il était au Conseil national de la résistance, donc il a été parmi ceux qui ont construit la sécurité sociale. Et donc, il sait bien que, comme il le disait, avec la mondialisation, les comptables ont remplacé les humanistes. Avec la mondialisation et l'Europe telle qu'elle est devenue, il n'y aura plus que des comptables et des financiers. Alors, c'est parce que cette cruauté fait reculer la civilisation que j'ai cru utile de réfléchir à tout ce que la politique doit à l'amour du pays et à ce qu'elle pourrait lui apporter en retour. Et pourquoi il y a un tel recul de la bienveillance et un tel effondrement politique lié aux tendresses. Et je ne me résous pas à cet effondrement. Et alors, en réfléchissant, j'ai cette belle épître de Saint Paul, Saül de Tarse, qu'on soit croyant ou non croyant, c'est un texte qui est devenu universel, mais revenu à la mémoire, et je l'ai choisi pour structurer ce livre. Que dit ce texte? Vous allez voir, vous pensez que vous ne le connaissez pas, mais quand je vais vous le lire, vous allez le reconnaître. Il dit ceci, et à chaque fois j'ai décliné ce que la politique devrait être, et par rapport à cette carence d'amour du peuple, de bienveillance pour le peuple, et quand on voit cette définition là aussi de l'amour d'un pays, de ce que ça représente, on peut redécliner point par point ce que la politique devrait être, ou ce que la décision publique, hein, pas au sens politicien, mais ce que la décision publique pourrait être, ou ce que nous pourrions exiger qu'elle soit,
pour que le déclin soit stoppé et que l'on soit conscient et acteur de la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous voulons vivre. Heureusement qu'il n'y a personne devant. C'est l'émotion sans doute de ce que je vous dis. Hein. Alors, ce que nous dit ce texte? L'amour prend patience. L'amour ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Il fait confiance en tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Et donc, ce livre est une contribution à cet éveil des consciences. Et si on décline rapidement, nous gardons peut-être un petit peu de temps pour le débat, vous voyez par exemple dans le chapitre 1er, donc l'amour prend patience, et je dis mais pourquoi la politique est-elle devenue au contraire tellement frénétique? Elle est frénétique la politique, c'est-à-dire au lieu de s'inscrire dans le temps long, souvent elle détruit ce qui a précédé. Moi j'ai vécu, mais un ministre arrive, il dit non mais tout ce qui était fait avant moi c'était nul et on a vu, et hop on refait la énième réforme. Et dans l'éducation nationale c'est typique. Chaque ministre qui arrive, alors, va changer la façon de passer le bac, ensuite les programmes, ensuite ceci, ensuite cela, une espèce de frénésie, qui est d'ailleurs encouragée par ce que j'appelle la verticalité du pouvoir, qui ne facilite pas la patience. Et pourtant la patience, c'est la vertu fondamentale de la transmission. On le sait quand on éduque des enfants. La patience, c'est ce qui permet l'écoute, donc le dialogue, donc la bonne décision. Et la frénésie politique se traduit non seulement par une accumulation de réformes, on voit bien même pour la réforme des retraites, il n'y a même pas eu la patience de consulter les partenaires sociaux, par exemple. Il n'y a même pas eu la patience de respecter un débat parlementaire. Il n'y a même pas eu la patience d'écouter ce que les sondages disaient par rapport à la façon dont les futurs retraités ressentaient cette baisse du niveau des retraites. Donc, vous voyez, cette patience a montré que, contrairement à ce qui est attendu de la décision politique, mais de la décision tout court, d'ailleurs dans toutes les décisions de la vie, il faut évaluer avant l'impact de ce que l'on fait, et cette frénésie politique explique que les décisions ne sont pas bien ciblées, et après quand il y a l'ego, je vais y revenir tout à l'heure, à ce moment-là, c'est très difficile de revenir en arrière, parce qu'il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de... Vous m'entendez sans micro? Il faut beaucoup d'humilité pour revenir en arrière quand une décision est mal calibrée. Donc vous voyez, donc ça c'est la première idée, l'amour prend patience, et la politique doit prendre patience aussi, et elle est beaucoup trop frénétique. Et prendre patience, ce n'est pas attendre, parce qu'on dit oui mais prendre patience, ben non il y a des urgences, donc il faut aller... Non, prendre patience ce n'est pas attendre. C'est pas renoncer à la volonté de faire, au contraire. Je compare ça avec l'attente de la panthère des neiges, ça vous paraît étrange, mais souvent, vous savez, la nature enseigne beaucoup de choses. Et je dis, au contraire, c'est se mettre à l'affût. Pourquoi se mettre à l'affût quand on observe la nature et qu'on attend que quelque chose arrive, comme la panthère des neiges de Tesson? C'est parce que à l'affût, c'est la même racine qu'une décision affûtée. C'est pas mal ça. Ça veut dire que le temps, au contraire, mûrit la décision. Comme un photographe ou un cinéaste de la nature, comme je le disais à l'instant, comme Sylvain Tesson attend la panthère des neiges. Alors, je vais vous lire page 36, un petit peu plus long. Oui, bon, ça va être trop long. Donc, j'ai passé au chapitre 2. Chapitre 2, l'amour rend service. Et donc la politique ne doit pas être punitive. Et combien de fois on a eu des politiques punitives? Et notamment, je donne l'exemple dans mon livre, des menaces de coupure de courant. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que je rends public cette circulaire qui a été faite au préfet en disant menacer les gens de coupure de courant. Et c'est marqué textuellement, même dans les villes où les coupures de courant sont impossibles. Vous vous souvenez comment on a paniqué? Que les gens qui étaient sous respirateur artificiel se sont dit mais comment ils vont faire? Que quand on habitait des immeubles avec des sonnettes électriques, on se dit mais attendez, on ne pourra plus sortir ou rentrer de chez nous.
ou alors s'il faut désamorcer les sonnettes, d'abord quel cambrioleur pour rentrer chez vous. Vous vous souvenez comment on a paniqué? On s'est dit mais comment est-ce que la France peut en arriver à menacer de coupure de courant? Et en fait c'était faux, c'était un mensonge, parce que sur la totalité des personnes raccordées à l'électricité, il y en avait à peu près que 4 millions qu'on peut couper, et essentiellement dans le milieu rural. Comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui sont pénalisés, parce que tous les autres, l'électricité c'est en réseau, donc tous les autres qui étaient raccordés à un établissement sensible, que ce soit une mairie, un hôpital, etc., on ne peut pas couper ce courant. Donc pourquoi faire peur aux gens? Alors je démontre, je décortique cette façon de gouverner par la peur. On peut prendre d'autres exemples, ou par exemple la peur sur les retraites. On dit ah non mais les retraites vont disparaître parce qu'il y a un trou, il y a un déficit. À chaque fois la peur du déficit, c'est comme ça qu'on fait aussi obéir les gens. La peur du déficit, ah bah oui, il faut baisser les retraites. Et la peur du courant, j'y reviens. Quelle incidence ça a? Ça a comme incidence que si le pire n'arrive pas, on se dit ah bah c'est formidable, le pire n'est pas arrivé. Donc c'est grâce à ceux qui nous gouvernent. Donc finalement pour gouverner et pour être populaire, on pense qu'il faut prédire le pire, et puis si le pire n'arrive pas, ben voilà, c'est toujours ça le prix, si j'ose dire. Et puis deuxièmement, ça prépare les cerveaux à accepter une hausse du prix de l'énergie. Parce que les gens vont se dire, ah ben ça aurait pu être pire, on aurait pu ne plus avoir de courant du tout, et comme il y a du courant, ah ben c'est plus cher, ah oui mais ça aurait pu être pire, donc on va me couper le courant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter cette politique punitive. Il faut en être en tout cas bien conscient. Parce qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, ces politiques punitives, elles isolent. Chacun se replie. La gouvernance par la peur étouffe les revendications. Prévoir le pire qui n'arrive pas, donc c'est préparer aussi à des mesures impopulaires. Et ça me rappelle cette belle phrase du philosophe Alain: méprisez le peuple, il descendra, respectez-le, il s'élèvera. Et c'est vrai que si vous faites peur, quand on fait peur à une population, ces réflexes deviennent négatifs. Vous voyez, c'est comme quand vous élevez un enfant, si vous lui faites peur tous les jours, en disant demain sera pire, la vie est terrible, etc. Il ne peut pas grandir, l'enfant, il ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas conquérir son indépendance. Il ne peut pas conquérir son libre arbitre, il ne peut pas conquérir sa liberté, parce qu'il aura toujours peur, et s'il a peur, il aura peur du voisin. Il trouvera toujours quelqu'un pour expliquer ce qui lui arrive par rapport à la peur qu'on lui a prédit et l'angoisse du lendemain. C'est pareil pour une nation, pour un peuple. Vous ne pouvez pas gouverner par la peur si vous voulez élever un pays et faire en sorte que chacun, là où il est, donne le meilleur de lui-même par rapport aux responsabilités qui sont les siennes. Et donc, voilà, et on comprend aussi l'humanisme, quand il disparaît. Alors, je voulais vous lire un petit passage sur l'humanisme, parce que c'est un mot tellement galvaudé, l'humanisme, je ne sais pas quoi faire dans les discours, mais il faut de l'humanisme, il faut de l'humanisme. Mais non, on comprend ce qu'est l'humanisme quand il disparaît. Si la politique veut rendre service ou être serviable, alors elle doit être capable de définir, j'hésite à le dire tant ce mot a été galvaudé, un nouvel humanisme. Oui, ce mot a été tellement instrumentalisé. Combien de fois ai-je observé qu'il remplissait les discours de ceux qui n'avaient rien à dire et qui ne savaient même pas ce que ce mot voulait dire. En fait, on comprend l'humanisme quand il disparaît. Par exemple, je le répète, pendant le confinement, comme une vague au loin qui brusquement déferle et se fracasse, c'est-à-dire l'incapacité à mettre de l'humain dans la comptabilité mortifère, l'accumulation exclusive de mauvaises nouvelles. Et donc, c'est à cela qu'il faut la gestion des problèmes par la peur pour obtenir le silence et l'obéissance de ce qu'Edgar Morin appelle le totalitarisme technique et financier, qui s'est traduit par la communication des chiffres. La systématisation des tests aussi, qui a entraîné forcément une hausse des cas positifs sans qu'on explique aux gens. On leur fait peur, alors que plus on augmentait les tests, plus il y avait de cas positifs. Ce qui aurait été respectueux des gens et pour ne pas instrumentaliser les peurs, c'est dire voilà, on a fait 20% de tests en plus et la part de tests positifs et de temps, elle n'augmentait pas forcément. Si vous donnez le chiffre en valeur absolue, forcément ça a augmenté puisque tout le monde était testé. Donc on affolait les gens.
justement, alors que la bonne décision, l'information respectueuse, c'était de dire, voilà, quand on fait 10 tests, il y en a tant qui sont positifs, quand on fait 100 tests, il y en a tant qui sont positifs, et le pourcentage, il n'augmentait pas. Mais ça augmentait en nombre absolu, parce qu'il y avait plus de tests. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question de l'honnêteté de l'information, des chiffres que l'on donne à un pays, c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, chapitre 3, donc l'amour ne jalouse pas, la politique ne doit pas jalouser. Et surtout, la politique ne doit pas diviser pour régner. Pourquoi elle ne doit pas diviser pour régner? Parce que c'est la fraternité qui est inscrite dans notre République, dans notre devise. Liberté, égalité, fraternité. On l'oublie souvent, ce troisième terme de la fraternité. Et souvent, lorsque un pouvoir politique doit, dans la fraternité, cultiver l'estime de soi. C'est très important, en fond, de nos gens, l'estime d'eux-mêmes. Si un pouvoir vous précarise, vous humilie, vous déstabilise, menace vos acquis sociaux, abaisse votre niveau d'accès aux soins ou le niveau d'éducation de vos enfants, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu, alors vous perdez l'estime de vous-même. Et celui qui perd l'estime de lui-même, qui se dit finalement je ne vais pas y arriver, finalement je suis responsable du déficit budgétaire, finalement je suis exigeant parce que je veux continuer à avoir un hôpital à bon niveau, mais on m'explique que c'est pas possible, que ça coûte trop cher, etc. Mais non, celui qui perd l'estime de lui-même ne peut pas aimer l'autre ou même penser à le respecter. Et alors la société se délite et les détenteurs du pouvoir ont réussi à diviser pour régner. Par exemple, la sempiternelle réforme des retraites est vécue comme un harcèlement moral. Dans cette salle, sans doute autour de vous, c'est comme un harcèlement moral. D'autant plus intense qu'elle se cumule avec la crise de l'inflation et que, vous allez remarquer, à chaque réforme des retraites, on dit que c'est la dernière. À chaque fois, on nous dit que c'est la dernière. En 2010, il y a une réforme des retraites avec l'indexation qui a été supprimée. L'indexation sur les prix, vous vous rendez compte que jusqu'en 2010, les retraites augmentaient en même temps que les prix. Vous imaginez ce que ça voudrait dire aujourd'hui. En Espagne, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et puis en supprimant les critères de pénibilité. Et on nous avait dit, non mais, c'est pour sauver le système par répartition. Et puis là, hop, il y a une nouvelle réforme qui vient. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi d'un système, d'une exigence du libéralisme, tout simplement, une volonté de privatiser tout un secteur qui rapporterait beaucoup aux assurances privées et aux banques. Les retraites, c'est 340 milliards d'euros. C'est beaucoup. Et donc, il y a ce pactole-là qui est surveillé de près par les assurances privées et par les banques. Et c'est pour ça qu'il faut résister. Parce que quand vous mettez 1 euro dans une assurance privée par rapport au système public de sécurité sociale, c'est pas pareil. Parce que cet euro, il va servir d'abord à verser des rémunérations extrêmement élevées. Les dirigeants des compagnies d'assurance et des banques, c'est pas le même niveau de rémunération que les fonctionnaires, d'une part. Et deuxièmement, il va falloir payer les actionnaires. Donc il n'y a pas de visibilité quand vous prenez des assurances privées. Vous voyez? Et c'est pour ça que la défense de la retraite, ça va bien au-delà que la défense d'un niveau de vie, ce qui est déjà important, mais c'est aussi la défense d'un système public de protection sociale. Alors, je ne peux pas tout vous dire. Ensuite, chapitre 4, l'amour ne se vante pas. Eh bien, la politique devrait faire pareil. La politique devrait se guérir de l'ego. Alors là, j'en ai vu de l'ego au cours de ma vie politique, je peux vous dire. Alors, comment ça se définit, l'ego? Alors, d'abord, le contraire de l'ego. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire, ça voudrait dire que il y a deux façons d'exercer le pouvoir. C'est soit aimer le pouvoir pour le pouvoir, soit aimer ceux qui vous l'ont donné. C'est pas pareil. Qui vous l'ont donné avec la conscience qu'ils vous l'ont donné provisoirement. Pas éternellement, pas pour tout casser ce qu'ont fait les gens avant, mais provisoirement. Et donc c'est le service des autres qui suppose l'abnégation, le sacrifice du temps libre, l'écoute, l'empathie. C'est-à-dire tout le contraire de l'ego. C'est quoi l'ego? C'est la suffisance, c'est l'autocélébration, c'est la surdité à l'égard des nuances, c'est le complexe de supériorité, c'est le refus d'être évalué,
c'est la jalousie, la compétition, et dans le pire des cas, le mensonge, l'entourloupe, l'abandon des causes justes parce que non rentables, et en fin de compte, l'oubli du pourquoi et du comment. Et l'antidote à l'ego, c'est de penser que l'autre n'est pas nous. Ça vous paraît un peu complexe, ça. Mais c'est une idée simple, assez fruste d'ailleurs. Mais je trouve que c'est une idée très très forte. C'est-à-dire que ne pas avoir d'ego, c'est d'admettre que l'autre n'est pas nous, qu'il pense différemment, qu'il a une autre expérience, qu'il voit différemment les choses. Et c'est de ne pas penser que les gens sont comme vous voudriez qu'ils soient. Vous voyez, quand les dirigeants pensent que le pays devrait être comme ils pensent qu'il devrait être, bon, les Gaulois réfractaires, etc., sans s'interroger sur les raisons pour lesquelles les gens résistent, ou les gens ne sont pas contents, ou les gens ne comprennent pas ce qui se passe, etc., et de se dire, bah oui, peut-être qu'ils ont une autre vision des choses. Oui, c'est la démocratie participative, ça, c'est de se dire, bah, la richesse d'une communauté humaine, c'est la diversité de cette communauté humaine. C'est justement de ne pas penser tous pareil, puisqu'on pense tous différemment en fonction de nos expériences, de notre cheminement de vie, des problèmes qu'on a eu à régler, des difficultés qu'on a eu à surmonter, des problèmes matériels qu'on peut rencontrer. On ne pense pas tous pareil. Et donc, se guérir de l'ego, c'est d'admettre que l'autre n'est pas nous. Et l'ego, c'est de s'aimer soi-même dans le miroir des autres. Oui, mais c'est vrai aussi dans la vie privée, ça. Au fond, c'est au fond une société pensée, non pas comme elle est, mais comme les politiques voudraient qu'elle soit. Bah, c'est pareil que lorsque vous élevez des enfants, ils voulaient absolument qu'ils soient comme vous, mais non. Ils ont leur identité, ils ont leur cheminement, ils ont leurs pensées, etc. Vous ne pouvez pas les formater. Donc à un moment, si vous ne travaillez pas à leur émancipation, ben vous n'arrivez pas à les faire grandir et à faire s'épanouir. Ben c'est pareil, je pense, pour un pays. Il faut accepter l'émancipation et la différence sans rien attendre en retour, finalement. Donc, vous voyez que ces définitions successives disent beaucoup de choses sur la façon de gouverner ou de décider. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais je vois que le temps passe déjà. Ensuite, il y avait le thème suivant, c'est l'amour ne fait rien d'inconvenant. Ben, c'est pareil. Comment je l'ai traduit, ça? Je dis, mais la politique doit cesser de manquer de respect. Et le manque de respect, c'est la désinvolture. Et la désinvolture crée quoi? Crée ce que j'appelle de l'intranquillité. Et c'est comme le capitalisme. Le capitalisme, il était frénétique, il a besoin de déstabiliser les gens. Pour que les gens ne soient pas trop revendicatifs, vous voyez, puis qu'ils acceptent de se déplacer. Ah ben, vous avez perdu un travail là, c'est l'exacerbation, ça devenait le libéralisme. Vous avez perdu votre travail, mais tu montes dans ta voiture, puis tu changes d'état, et puis tu dors dans ta voiture, etc. Donc le capitalisme, pour ramasser beaucoup d'argent, a besoin d'entretenir l'intranquillité des gens. Vous voyez, la précarisation, la peur, finalement. Parce que quand vous avez peur, vous ne revendiquez pas d'augmentation de salaire, vous ne revendiquez rien, vous arc-boutez sur ce que vous avez déjà. Et c'est ça, la politique qui doit cesser de manquer de respect, et doit cesser de créer de l'intranquillité. Après, bon, je développe tout un passage sur la question de l'écologie, de l'environnement aussi, parce que je montre à quel point la question environnementale, c'est aussi une question humaniste au fond. Parce que protéger ces générations, j'appelle les générations d'amour, c'est vrai, ces générations qui s'inquiètent, pour elles d'ailleurs déjà, par rapport à nos générations, à nous, quelle planète on va leur transmettre. Regardez, le réchauffement climatique est déjà là, franchement, il y a quand même peu de choses qui sont faites. Je parlais tout à l'heure de la saturation des trains. Alors il faut prendre le train pour ne pas polluer et prendre les voitures. Il paraît que ce soir, il y a je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de bouchons partout, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de trains. Vous voyez des choses aussi simples que celles-ci par rapport à la cohérence des discours qui sont faits, ben après les gens ne comprennent plus. On nous dit de prendre le train, de prendre les transports en commun, puis il n'y en a pas. Vous voyez à quel point aussi la question de la désinvolture est quelque chose de crucial dans la question de la construction d'un pays. Ensuite, l'amour idéal est désintéressé, la politique doit être désintéressée. L'amour ne s'emporte pas, la politique doit cesser d'être brutale.
Donc ça aussi, une démocratie est malade quand elle est brutalisée. Donc je vous donne plusieurs exemples sur ce sujet-là. L'amour n'est pas rancunier, la politique doit être fraternelle. Alors je reparle de la fraternité, on m'aura beaucoup moqué sur ce thème de la fraternité. Quand j'avais fait une fête de la fraternité, mais je trouve que c'est tellement d'actualité aujourd'hui. Et puis la question aussi de l'injustice. Alors je vais vous lire un petit passage que j'ai écrit, une petite anecdote. J'avais rencontré sur l'injustice. Je me souviens d'un échange lors d'un dîner avec Jean-Claude Trichet, qui était directeur de la Banque Centrale Européenne. Déjà à l'époque, il n'avait pas de mots assez durs pour la sécurité sociale, pour le système des retraites, abusif, trop élevé, etc. La France, qui vit au-dessus de ses moyens en ce qui concerne les protections sociales. Un discours qu'on entend encore aujourd'hui, et ainsi de suite. Alors, devant la dizaine de hauts dirigeants et hauts fonctionnaires présents, qui opinaient comme ça du bonnet, même ceux de façon consternante qui se situent à gauche, je dis d'une voix calme et paisible à M. Trichet, devant tout le monde: Cher monsieur, pouvez-vous nous dire quel sera le montant de votre retraite de fonctionnaire bancaire européen, cumulé avec vos fonctions antérieures et vos fonctions futures, et quel sera votre taux d'imposition? Ça a jeté un froid comme vous n'imaginez pas. Et je raconte, à cet instant, l'assemblée se partagea entre ceux qui se mirent à sourire discrètement et ceux qui firent semblant de ne pas avoir entendu. Mais Jean-Claude Trichet se tut et réfléchit sans doute à cette diatribe contre les plus modestes. Plus récemment, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre l'actuel président de la Cour des comptes, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux, venir devant la commission des finances et commencer à pérorer: oui, la France vit au-dessus de ses moyens, oui, le déficit budgétaire, oui, il faut baisser le niveau des retraites, oui, ailleurs dans les autres pays européens, on travaille jusqu'à 67 ans, 68 ans, 69 ans, voire davantage, donc il faut s'aligner sur le pire au lieu de s'aligner sur le meilleur, etc. Et à ce moment-là, il y a un député qui a dit: Monsieur le Président de la Cour des comptes, vous pouvez nous donner votre revenu, vous pouvez nous donner votre niveau de retraite, vous pouvez nous donner vos droits à cumul de retraite, vous pouvez nous donner tout ça avant de nous taper sur la figure et de nous dire qu'on doit tous passer à la caisse. Vous pouvez nous donner la différence ou les transferts de patrimoine financier entre le public et le privé, parce que ce qu'a très bien montré récemment Piketty, il a montré qu'il y avait un transfert du patrimoine public vers le privé. Je vais vous donner un exemple, tout le monde va comprendre. Parce que vous savez, on dit aux gens: c'est très compliqué l'économie, taisez-vous, on va décider à votre place, parce que nous, on sait, nous disent les experts. Mais non, moi, j'ai toujours pensé que les Français avaient le droit de comprendre l'économie, au nom desquelles on prend des décisions qui impactent leur pouvoir d'achat. Ben, je vais vous dire une chose très simple, vous allez parfaitement comprendre. C'est le transfert du patrimoine public vers le patrimoine privé. Regardez, les vaccins, donc, on voit l'enrichissement des sociétés pharmaceutiques. Pfizer, tout ça, ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'aujourd'hui. Mais les vaccins, ils sont tous payés par la sécurité sociale. La sécurité et les contrôles, les tests et tout ça, il y a eu des milliards qui ont été engloutis dans les filières privées pharmaceutiques. Ça aurait dû revenir à la sécurité sociale, ou alors ils auraient dû payer eux-mêmes, ou alors les vendre au prix coûtant. Enfin, il y avait quand même quelque chose à faire, des comptes à mettre à plat sur la table pour que tout le monde comprenne où va l'argent. Donc c'est la sécurité sociale qui a payé, c'est-à-dire nous, par nos cotisations. Donc il y a eu un trans, et après on nous dit: ben non, il y a un trou dans la sécurité sociale, vous demandez les cotisations. Mais non, il faut mettre à plat les flux financiers et faire revenir vers la sécurité sociale ce qu'elle a déboursé pour enrichir les sociétés privées. Deuxième exemple, quand vous regardez la liste des 100 plus grandes fortunes en France, vous avez 3 dirigeants d'EHPAD, il y avait Orpea, puis 2 autres, 3, et vous avez l'entreprise qui fait les crèches Babylou, celle où tous les jours il y a des maltraitances. Mais vous vous dites: mais comment est-ce qu'on peut... Alors c'est les grandes fortunes, hein, c'est plus de 500 millions d'euros, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'accumulés. Je dis: mais
comment est-ce que on peut faire autant de profit sur les soins aux personnes vulnérables? C'est pas logique, puisque qui paye les soins aux personnes vulnérables ensuite, quand il y a un problème dans un EHPAD? C'est un médecin qui vient. Ce médecin qu'on vient juste d'augmenter de 1,50 €, sans les médecins de la sécurité sociale payés par nous, par la sécurité, il n'y aurait pas d'EHPAD. Tous les soins sont donnés par la sécurité sociale. Donc, vous voyez là aussi un transfert d'argent, de richesse de la sécurité sociale vers les structures privées des EHPAD. Même chose dans les crèches. Comment se fait-il qu'on puisse faire autant de profit sur des gardes d'enfants qui coûtent déjà cher aux familles? Donc, soit ça veut dire qu'on réduit le niveau de formation des salariés, qu'on les paye mal, donc les salariés ne sont pas qualifiés, qu'il n'y a plus le respect des normes d'encadrement, et puis surtout qu'on économise sur le matériel, sur la nourriture. Il y a eu tous les scandales, on donnait une biscotte là aux personnes de grand âge, dans les crèches on ne change plus les enfants, on leur met une couche, puis ils macèrent dans leur couche toute la journée, et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une incompatibilité entre la question de, vous voyez, les soins aux personnes vulnérables et la privatisation. C'est incompatible. On ne peut pas faire de profit sur la question des personnes vulnérables. Voilà, mais on me fait signe que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et voilà, je vous fais juste pour terminer en beauté la fin des choses, vous voyez. Donc, voilà. Moi, ce que je dis à la fin, c'est que en accumulant toutes ces observations, en écoutant les gens, en regardant les processus de décision, en analysant comment ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil d'État et par rapport à ce que ça produit comme effet, eh bien, j'aurais fait une espèce de petit code de conduite, mais qui peut servir aussi dans la vie de tous les jours. Ça sert aussi, parce que ce qui est bon pour la politique, c'est ce qui est bon pour le progrès d'un pays, c'est bon aussi pour une fratrie, pour une communauté, etc. Alors ça donne quoi? Ça donne ne pas séparer, mais unir. Ne pas régresser, mais améliorer. Donc, chaque fois qu'on recule vraiment le de l'écologie, c'est pas normal. Ben non, il faut toujours améliorer. Ne pas étouffer, mais épanouir. Ne pas avoir de préjugés, mais accepter d'expérimenter. Ne pas avoir de pensée rigide, mais une pensée souple. Difficile ça. On a tous des pensées un peu rigides. Ne pas concentrer, mais répartir. Ne pas contraindre, mais convaincre. Ne pas promettre, mais faire. Ne pas détruire, mais transformer, améliorer. Ne pas séparer, mais fraterniser. Ne pas conserver, mais innover. Ne pas mentir ou travestir, mais dire la vérité. Ne pas punir, mais éduquer. Ne pas craindre, mais oser. Ne pas dénigrer, mais reconnaître la valeur d'autrui. Ne pas prendre possession, mais partager. Ne pas thésauriser, mais investir dans les biens publics et la préparation de l'avenir. Voilà, et il n'est jamais trop tard pour aimer. Il est nécessaire d'aimer pour faire surgir au cœur du pire la possibilité du meilleur et l'éblouissement du bonheur. Et pour ce faire, n'oublions jamais qu'il faut d'abord s'écouter, se parler, se voir. Et me viennent à l'esprit ces quelques vers d'Alfred de Musset. Se voir le plus possible et s'aimer seulement, sans ruse et sans détour, sans honte ni mensonge, sans qu'un désir nous trompe ou qu'un remords nous ronge, respecter sa pensée aussi loin qu'on y plonge, faire de son amour un jour au lieu d'un songe, et dans cette clarté, respirer librement. Merci beaucoup.